à tous et ravi de vous accueillir dans cette émission en direct sur LinkedIn. Ravi de vous convier encore une fois à un podcast live. Et oui, nous étions quittés il y a quelques mois, en septembre je crois, avec une série d'émissions qui avait lieu toute la semaine en live. Et on a eu des très très bons retours. Alors, on revient pour une émission spéciale sur LinkedIn Live. On a le plaisir d'être accueillis dans les studios de Canal Chat Grand Dialogue. Vous allez voir, on va monter en qualité en termes de retransmission. Vous allez voir. Je suis David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix, une agence de création de contenu, de communication interne. Et la communication interne, ça nous passionne. Alors plutôt que d'y réfléchir, dans notre coin, on décide d'en faire des émissions pour en débattre avec nos invités. Et pour vous d'ailleurs qui pourrez poser vos questions sur LinkedIn, elles sont là, les questions qui vont apparaître au fur et à mesure. Je les poserai à nos invités et cette émission sera d'autant plus interactive et intéressante que vous poserez vos questions. Je vous le disais, nos invités sont en plateau, ils sont prêts, je vais les présenter et je vais commencer par vous, Peggy. Bonjour Peggy Laval. Bonjour David. Merci d'être avec nous, Peggy. Vous êtes directrice de la communication interne et de l'engagement chez Fnac Darty. Exactement. Et on va parler d'un sujet aujourd'hui, je ne l'ai pas dit en introduction, je fais vraiment n'importe quoi. On va parler d'un sujet qui est comment nos bureaux peuvent redevenir des espaces de communication interne. Et les bureaux, le siège de Fnac Darty a été largement recalibré, reconfiguré. Et on va en parler avec vous, Peggy, sur l'impact sur la com interne de tous ces changements. Tout à fait. À vos côtés, Didier Garcia. Bonjour Didier. Bonjour David. Ravi de vous accueillir également sur ce plateau. Didier, vous avez été le chef de ce projet de réaménagement du siège chez Fnac Darty. Vous êtes le directeur de ce projet-là. Oui, exactement, pendant plus de 18 mois. Pendant plus de 18 mois, on va raconter cette histoire post-Covid où il devient nécessaire de réaménager le siège Fnac Darty. Comment il a été conçu ce projet, quels ont été les effets, comment la com interne a joué un rôle à vos côtés. C'est dans quelques instants que je vais vous poser toutes les questions, vous pouvez vous préparer. Également, en face de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Perronneau. Bonjour Florence. Bonjour David. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'être en plateau, mais en tout cas, ça me touche que vous soyez avec nous pour ce live. Florence, vous êtes consultante en stratégie immobilière des entreprises au sein de votre société qui s'appelle Pollen. C'est bien ça? Absolument. Mais vous avez eu différentes vies dans votre vie professionnelle et une de vos vies professionnelles était directrice immobilier chez Sanofi Group. Et vous avez fait énormément de choses en termes de nouveaux sièges sociaux, réaménagement des espaces chez Sanofi. Absolument. On va raconter cette histoire, elle est passionnante. À vos côtés, Olivier Chappert. Bonjour Olivier. Bonjour David. Bonjour, partenaire chez Bearing Point. Vous êtes expert sur les sujets d'espace de travail, réaménagement et vous avez vous-même piloté le réaménagement du siège Bearing Point. Accompagner Florence, en toute modestie. Alors, vous avez accompagné Florence sur les projets Sanofi, mais également, vous avez travaillé sur la relocalisation et l'aménagement de Bearing Point à La Défense. C'est ce que je voulais dire. Exactement. Également, vous avez travaillé pour les services du Premier ministre, je crois, pour retravailler les espaces. Exactement. Bon, je crois qu'on est prêt. Les invités sont présentés. Je peux partir? Non, je rigole. C'est parti. Cette émission est en direct, elle est interactive, je vous le disais, donc n'hésitez pas à poser vos questions qui s'affichent sur ma petite tablette et on les posera au fur et à mesure. On va même pas attendre la fin de l'émission pour les poser, donc n'hésitez pas. Merci de vous connecter avec nous. Je vais poser une première question, elle est pour vous Florence. J'aimerais qu'on raconte cette histoire. Alors, vous êtes rentrée en 2006 chez Sanofi et à ce moment-là, quelques années après, une nouvelle direction générale arrive, et là, on veut tout changer. Alors, tout changer, je ne sais pas. On voulait surtout s'appuyer sur toutes les forces vives de l'entreprise, mais surtout, ce qu'on voulait changer, c'était les façons de travailler et transformer l'organisation pour qu'elle soit beaucoup plus transverse, pour qu'elle soit beaucoup plus innovante, différenciante également. Et donc, là-dessus, le directeur général a souhaité que la direction immobilière puisse aider à cette transformation par la création de nouveaux espaces. Alors, vous êtes directrice immobilière à ce moment-là, et vous réfléchissez, vous pensez les tendances du moment. Vous vous dites, voilà, qu'est-ce qui se passe? On est en 2008, je crois, à ce moment-là. On est évidemment avant le Covid, avant qu'on imagine même le fait qu'on soit en distanciation, mais quelles étaient les tendances majeures à ce moment-là
Alors, Florence. les tendances, je ne sais pas si on peut parler de tendances. En tout cas, on était vraiment dans une société où on pouvait constater beaucoup de ruptures, des ruptures technologiques. Voilà, Sanofi a mis en place les premiers accords de télétravail en 2011, donc j'y reviendrai après. Mais c'est vrai que il y avait d'autres ruptures géographiques et puis démographiques également, avec des souhaits des jeunes générations qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles qui avaient construit l'entreprise au départ. Ouais. Et On peut donc, voir les images en même temps. Pardonnez-moi, Florence, mais on voit les images du siège. alors ça, ce ne sont pas les images du siège, c'est surtout les images de ce que nous avons fait après le Après, siège. on va y venir. En tout cas, on voit le fruit de votre travail chez Sanofi. Florence, lorsque, on se dit on y va, on crée ce siège, parce qu'on a commencé par le siège, je crois. Absolument. C'était quoi les grands axes de réflexion pour réaménager? C'était quoi l'objectif? Alors, les objectifs, ils étaient plusieurs. Le premier, c'était de ramener l'entreprise comme un signal au cœur de la cité, comme il était dit par le directeur général, mais au cœur de la ville, Ouais. pour être beaucoup plus proche des parties prenantes, beaucoup plus proche des patients qui venaient de divers horizons, et faire surtout entrée, transparence et nouvelle image de l'entreprise. D'accord. Puisque c'est vrai que les entreprises pharmaceutiques sont souvent jugées comme étant peu transparentes. Et donc là, on a beaucoup travaillé sur ce que devait être l'espace d'un siège social pour l'entreprise Sanofi. Alors là, on a parlé d'image vers les patients, dans Paris, mais sur l'interne, est-ce qu'il y a une réflexion particulière pour favoriser Absolument. la communication interne, c'est-à-dire toutes les interactions entre équipes, entre collaborateurs et collaboratrices? Voilà. Alors, ce qui avait beaucoup surpris notre directeur général à l'époque, c'était que toutes les savoir-faire, toutes les expertises étaient là, mais peu se parlaient. Et tout le monde travaillait pour être excellent dans son domaine, mais pas pour construire quelque chose de nouveau, d'innovant et de différenciant. Et donc, tout le fil rouge de ce que nous avons fait à la Boétie, c'était de faire en sorte que tout le monde puisse travailler avec tout le monde, puisse partager son savoir, puisse interagir très facilement, puisque avant tout le monde était un peu dispersé sur plusieurs sites dans Paris. Et dans un contexte de télétravail. C'est pour ça que ça m'intéresse grandement d'avoir votre retour, et on va l'avoir dans tout le courant de cette émission, parce que finalement, avant tous ces accords de télétravail qui arrivent depuis le Covid en masse, il y a eu cette expérience Sanofi qui déjà très précurseur sur la distanciation, comment on fait pour maintenir un lien au siège malgré des accords de télétravail qui sont une opportunité, mais aussi peut-être une menace pour la com interne. Alors, comme je disais, en fait, les accords de télétravail, je suis arrivée un petit peu vite, puisqu'ils sont arrivés simplement qu'en 2011, D'accord. quand on a commencé à réfléchir à l'étape suivante. Mais là, en termes de communication, d'échange, de partage, il était très important qu'on modifie l'organisation spatiale pour s'adapter. Donc, je reviens à l'immobilier, pour s'adapter à l'organisation tout court. Qui doit travailler avec qui peut interagir avec qui. Et comme on dit souvent, c'est intéressant d'être toujours dans les frottements à la marge, puisque c'est là que l'innovation se produit. C'est-à-dire D'où l'ouverture sur l'extérieur aussi. Okay. C'est-à-dire faire rentrer des parties prenantes qu'on n'avait pas l'habitude de faire travailler, comme des fournisseurs, comme des patients, comme des associations. Donc c'est des ateliers de réflexion avec des parties prenantes différentes. Voilà. Voilà ce que j'aimerais. Et donc, surtout, créer des lieux où on se retrouve, qui sont des lieux de travail, mais aussi de création de liens sociaux. Tout à fait. Donc, des espaces de communication, de convivialité, qui étaient très importants. On a commencé nos premiers... je crois qu'il y a une image qui doit passer du siège sur les espaces de convivialité. Ouais. Et on avait appelé ça les community centers, Sanofi étant une entreprise plutôt internationale. Donc, du coup, voilà, on avait on avait de quoi faire de la convivialité. Donc ça... Absolument. Et puis, on a travaillé sur d'autres aspects qui étaient le bien-être au travail. Ouais. Puisque l'entreprise Sanofi est une entreprise qui travaille et qui recherche pour le soin des patients. Et donc, on a essayé d'intégrer, mais j'y reviendrai peut-être plus tard,
On y reviendra. En 2011, L'image. une fois que le siège est livré, votre tâche ne s'arrête pas là, puisqu'on vous commande un nouveau projet. Alors là, un gros projet, puisqu'il s'agit d'un campus, le campus Sanofi, si je ne me trompe pas. Absolument. Donc là, on est sur un projet encore différent. Et Olivier vous accompagne sur ce projet. Est-ce qu'on peut en dire un mot de ce campus, Florence? Et on a vu quelques images tout à l'heure. Oui, il Ouais. est juste sous vos yeux. En fait, ce campus, il avait les mêmes objectifs que celui des espaces de travail qu'on a créés sur le siège, mais pour plusieurs entités du groupe Ouais. et des très grandes entités. Donc, la direction des affaires industrielles, c'était donc un campus qui a été construit pour 3000 personnes. D'accord. Juste au sud de Paris, à Gentilly. On avait beaucoup travaillé pour la localisation de ce campus, pour qu'il puisse attirer le maximum de personnes et surtout n'en perdre aucun salarié. Donc, on a travaillé sur ce campus pour réunir des entités du groupe qui ne travaillaient jamais ensemble. Donc, les affaires industrielles, tout ce qui était administratif et la filiale France, qui est tout ce qui est marketing également. Olivier, c'est à cette occasion que vos chemins se croisent avec Florence. Quels ont été vos enseignements sur ce gros projet du campus Sanofi? Alors finalement, avec le recul, ce projet sur lequel on était Bearing Point assistant à maîtrise d'ouvrage, qui a duré quand même de 2012 à 2015, a été précurseur et donc source d'enseignement sur les évolutions des modes de travail, mais surtout sur ce que cela implique pour les femmes et les hommes qui ont été confrontés et qu'on a d'ailleurs vécu quelques années après de manière magnifiée avec le confinement. Ouais. Et que ce soit d'ailleurs lors du projet campus de Sanofi ou lors du confinement, finalement, il y a des femmes et des hommes qui ont dû s'adapter à de nouveaux modes de travail, nouveaux modes de vie, que ce soit télétravail, poste de travail non attribué, et qui n'étaient pas forcément préparés a priori. Et du coup, l'enjeu de transformation, c'est un véritable enjeu RH, de conduite du changement. RH et com interne, parce que je crois Alors, comprendre conduite du changement, qu'il y a avec eu les deux. j'inclus la com interne dans le volet conduite du changement. D'accord, très bien. Ça, c'est important. Et dans le cadre du projet campus de Sanofi, ça a été pendant le projet, pendant l'aménagement et après l'aménagement. Et notamment, j'insiste là-dessus, sur les managers, qui est en général la strate de population la plus impactée par ce type de projet. D'abord parce qu'ils ont à le vivre eux-mêmes, Bien sûr. mais ils ont à accompagner leurs équipes dans cette transformation. Répondre aux questions, savoir ce qui se passe. Exactement, avec à la clé un changement de management fondé sur la confiance, qui est un véritable changement de paradigme. Et puis, il n'y a pas que les managers qu'il faut accompagner, il y a aussi les dirigeants. Parce que dans ce type de projet, les dirigeants, il faut qu'ils soient exemplaires dans l'adoption de ces nouveaux modes de travail pour entraîner, si je puis dire, le reste de la population. Et je citerai une anecdote qui me revient sur le projet campus de Sanofi. Lors de l'aménagement, on a vu un dirigeant qui s'est empressé de dévoyer une salle de réunion pour en faire un bureau privatif, qu'on a tout de suite arrêté parce que c'était contre-productif. Et si je poursuis mon propos en faisant le parallèle avec ce qu'on a vécu pendant le Covid, le confinement, ce qui est marquant, c'est que la brutalité du télétravail et du confinement massif qu'on a tous connu, il faut savoir qu'avant la Covid, il n'y avait que 7% de Français qui pratiquaient le télétravail de manière contractuelle. On l'oublie un peu. Et du coup, ça a été hyper brutal. Bien sûr. Et du coup, on n'a pas pu faire de la conduite du changement à grande échelle. Et finalement, on s'est retrouvé à l'automne 2020 avec 58% des managers qui se sont déclarés en détresse psychologique. Eh oui. C'est pas moi qui le dis. Donc l'accompagnement, un changement est fondamental. Voilà. Mon propos, c'est de dire ce qu'on a vécu sur le campus de Sanofi, ce qu'on a expérimenté, finalement, on l'a vécu à grande échelle, mais avec un peu de casse quand même, in fine, parce qu'il n'y a pas eu de conduite du changement. Donc une des clés, si je comprends bien, lorsqu'on réaménage, lorsqu'on va plus loin dans le télétravail, c'est l'accompagnement au changement. N'hésitez pas, je vous le dis, à poser vos questions. Il y a Julien qui dit « Sujet passionnant, évidemment ». Bravo, donc ça fait plaisir. On a une question et après on va revenir à l'histoire Fnac Darty parce que je sens que vous trépignez de raconter votre histoire. Est-ce que l'open space est encore une valeur sûre de l'organisation des bureaux? Chez vous, chez Sanofi, est-ce que l'open space, chez votre ancien employeur, pardon, est-ce que l'open space était quelque chose de préconisé, de choisi? Alors, pas totalement. D'abord, ça n'était pas choisi parce que on a eu effectivement des séances d'accompagnement au changement multiples pour essayer d'accompagner
les collaborateurs qui étaient tous très craintifs, on changeait d'un bureau individuel par personne, très grand, à quelque chose de non pas plus petit en termes d'espace par personne, mais de totalement différent. Complètement différent. Donc, du coup, on a créé des espaces de convivialité, des espaces de travail en groupe, des espaces de travail totalement fermés, avec des bulles individuelles. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'accompagner les collaborateurs pour qu'ils puissent travailler de là où ils avaient besoin de travailler. Donc, en fait, on parlait plus d'espaces dits dynamiques, c'est-à-dire d'accompagnement dans chacune des tâches, que d'espace d'open space, qui est vraiment un terme, je trouve, à bannir dans les entreprises si on ne veut pas effrayer, en tout cas, les nouveaux entrants. Merci à la personne qui a posé cette question. Voilà, on la pose directement. J'en viens à vous, chez Fnac Darty, Peggy, Didier. Vous aussi, le réaménagement des espaces s'est imposé, je crois, au moment du Covid, où il y a eu une grande réflexion. Didier, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi c'est devenu une obligation de repenser ces espaces de travail ? Bien, la crise sanitaire, c'est full télétravail pour des centaines de collaborateurs. En tout cas, le siège était fermé pendant des mois. C'est ce qui change vraiment beaucoup. Si ça avait duré 2 mois, voilà, mais des mois fait que c'est rentré dans les habitudes. Il y a eu ça déjà, le nouveau mode de travail à distance, hybride, voilà, on était. Donc ça devient obligatoire parce qu'on aurait pu avoir un statu quo en disant bon ça va revenir et bon on va laisser les choses comme ça en l'état. Mais non. C'est souvent pas le moment d'investir, mais pour autant il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi dans leurs locaux à ce moment-là. C'est intéressant de le noter. En tout cas, le Comex a très vite compris que on ne reviendrait pas forcément en arrière comme avant. Et puis, il y a eu la transformation, accélération numérique, je dirais, avec le click and collect qui est né partout. Tout le monde a fait du click and collect pour les retailers, les plus petits commerçants. Ils n'en faisaient pas. Non. Ils ont été obligés de le faire. L'utilisation des outils collaboratifs. Tout le monde s'est retrouvé Zoom, Teams comme son meilleur ami. Voilà. Et donc, tout ça, pour nous, ça nous a paru évident de devoir adapter le fonctionnement du siège. Ça ne marcherait plus comme avant. 500 personnes rapatriées dans le siège de Ivry. Oui. On va en voir des images. Peggy, en quoi l'avant réaménagement posait des soucis à la directrice de la communication interne que vous êtes et de l'engagement ? Voilà. Non, je ne sais pas si c'est poser des soucis, mais c'est vrai que, et là, on se retrouve un peu, je pense, toutes les entreprises ont connu ça, c'est-à-dire qu'on était très en silo, chaque direction était installée à son propre étage, ça communiquait pas beaucoup. Et nous, surtout, au siège. Alors, déjà, le siège de Fnac Darty, c'était 4 bâtiments, 2 à Ivry, 1 au Mercurial à Bagnolet et 1 à Bondy. Et puis, au siège à Ivry, on n'avait pas d'espace, justement, collaboratif, à part le restaurant d'entreprise où on pouvait réunir les gens. Donc, on était quand même, effectivement, confrontés à un manque un peu de circulation et des personnes et de l'information avec la difficulté de ne pas pouvoir toujours mettre en place des moments conviviaux. Bon, voilà. Après, on faisait avec. Mais maintenant qu'on connaît la nouveauté, c'est beaucoup mieux. Juste avant, comment il a été mené ce projet, Didier, de réaménagement de l'espace de Ivry ? Déjà, on est parti sur le fondement qu'on allait créer des espaces de travail en fonction des usages, des activités des collaborateurs lorsqu'ils viendraient sur site. Puisqu'il y avait télétravail, nous, en parallèle de l'aménagement des espaces, on a fait un nouvel accord de télétravail qui permet aux collabs d'aller jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Et donc, dans ce contexte-là, ce que l'on fait chez soi, on ne le fait pas forcément sur site. Et donc, on a mis en place, on a créé des espaces de travail pour se concentrer, collaborer, de la convivialité, etc. Et donc, c'était reposé sur ce qu'on appelle l'ABO, Activity Based Office, des bureaux basés sur l'activité. Ça, c'était le principe. Et pour le mener, on a créé un groupe projet. Donc, j'ai dirigé le groupe projet pluridisciplinaire où, à la table, on avait des gens de la RSE, des services généraux, des RH, de l'IMO, des achats. Vous vous retrouvez avec Florence sur la partie différentes parties prenantes. Complètement, on ne peut pas le faire. Clé. On ne peut pas le faire. Et la com, bien évidemment. Et la com, dès le début, je me souviens, moi, d'avoir appelé Peggy, je crois que c'était en avril ou mai, je lui dis, il faut que tu montes à bord, en fait. C'est pas possible.
Pas possible. Pas possible Ouais. sans Alors, la com. Quelles ont été les demandes de Peggy pour justement améliorer la circulation d'informations internes? C'est lui qui avait des demandes. Ah, c'est lui. Vous n'avez pas de demande. Non, mais dans les espaces de travail, il fallait des espaces de travail qui permettent de réunir les équipes, à la fois pour des moments plutôt solennels, plénières, ou des moments plutôt de convivialité. Des tailles d'espace 50, 60, 80 personnes, ou plus 150, 200. Et puis aussi, il y avait la volonté d'avoir un studio, en tout cas un espace où on puisse enregistrer des vidéos, qui puissent, voilà, ou faire des interviews, etc., pour pouvoir après communiquer sous un format vidéo ou autre. Mais en tout cas, voilà, donc c'était un peu les demandes de la com d'avoir ce type d'espace dans les futurs espaces réaménagés. C'est vrai. Il a tout dit. Il a tout dit. C'était ça les demandes, de pouvoir Oui. créer on va dire du contenu pour diffuser en distanciation et des espaces de En live, convivialité oui. en live et des espaces de convivialité qui manquaient dans le siège juste avant. Ouais. Énormément. Tout à fait. Ouais. Est-ce que Didier, alors vous dites l'une des clés de projet, parce qu'on a un peu échangé avant cette émission, on l'a préparé, on fait ça sérieusement. Vous dites que l'une des clés du projet, c'est de mettre la communication interne au cœur du projet. Qu'est-ce que ça a apporté de le mettre au cœur du projet dans la phase d'accompagnement au changement ou la phase exactement. d'après, hein. Pour la phase d'accompagnement au changement, c'est très primordial. C'était ce qu'Olivier disait. C'est la com pour le change, pour accompagner les équipes. Et donc, nous, on est parti sur le principe de construire avec les équipes ces réaménagements d'espace, puisqu'on se parlait pour plus de 2000 collaborateurs. Et donc, on n'allait pas le faire et leur dire, ben voilà, c'est comme ça. Donc, on s'est mis à la table ensemble. Et donc, on a fait des ateliers où on est allé chercher les collaborateurs pour pouvoir co-conceptualiser certains espaces. On a fait des newsletters avec Peggy, voilà, très, très souvent. On a fait des webinaires pour informer très souvent aussi des changements, des gros transferts, puisque nous, on a fait des travaux en milieu occupé. En fait, on a créé une zone tampon, on a densifié. Il y avait 400-500 collabs qui partaient pendant 2 mois dans cette zone-là, à coup de 2 jours. Puis, on faisait des travaux sur 2 étages, puis ils revenaient. Puis, c'était une autre équipe qui repartait. Et donc, en fait, tout ça, il a fallu le dire, le raconter, informer, désamorcer, bien sûr, les inquiétudes. Parce que le déménagement après la mort, c'est le deuxième c'est le gros sujet anxiogène. Donc, voilà. Donc, donc, on a beaucoup accompagné nos collaborateurs avec la com. Avec la com. Et alors, je le dis parce que c'est intéressant de le noter, vous n'avez pas jeté tout le mobilier pour le remplacer. Non. Vous avez complètement utilisé le mobilier qui était existant et vous l'avez complété avec des idées. Je pense que vous avez été accompagné également par... ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors ça, c'était plutôt quelque chose d'évident. Oui, on a été accompagné par Cardam, voilà, pour ne pas les citer, un cabinet d'architecture à Paris. Mais oui, la volonté était quand même de récupérer. Donc tout le mobilier dans les open space, les espaces ouverts, reste ce qui existait avant. On n'a rien acheté et on a complété plutôt le mobilier pour les espaces conviviaux que l'on voit en ce moment. Donc là, on a acheté en complément. Donc on a utilisé ce qu'on avait et on a recomplété par du neuf. On a aussi réutilisé 90% de nos écrans externes qu'on en a remis sur les postes de travail. On n'est pas allé forcément en acheter de nouveaux. Voilà, donc il y avait une volonté. Oui, mais RS, oui. Parce que bon, après, on est dans le retail. Hein, on n'est pas dans un laboratoire pharmaceutique. C'est vrai. Voilà. Même question de l'internaute. Vous étiez dans des open space et vous êtes resté dans des open space. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé Oui, alors. Quasiment tout le monde était dans les open space. Nous avions 70-80 personnes qui avaient encore des bureaux fermés individuels, et y compris les membres Comex. Et en fait, tout le monde, sauf le DG, qui a gardé un bureau, mais aménagé différemment. Il est sur une grande table. Non, il est sur une grande table de travail. C'est une grande table de projet. Il est au bout de la table. Il n'a même pas de bureau à lui. Voilà, c'est ouvert. Et sinon, tous les autres membres du groupe, du siège, n'ont plus de bureau attitré, inclus donc Comex. Qu'est-ce que ça a changé, ça, Peggy, le fait que plus personne n'ait le bureau? Est-ce que ça change quelque chose pour votre équipe autour de la com interne et de l'engagement? Ça change forcément, c'est-à-dire que quand on voit un membre du Comex finalement installé à 2 sièges de son bureau, du coup, tout est plus fluide, quoi. La conversation. Et d'ailleurs, nous, l'enjeu, c'était de remettre ça, c'est-à-dire que on était à 100% télétravail. On est quand même majoritairement, Didier l'a dit, à 3 jours. C'est une grosse rupture pour Fnac Darty. Et donc, nous, ce qu'on constate quand même en com interne, c'est qu'on a, j'appelle ça, on a un peu de ventre mou quand même. C'est-à-dire qu'on avait perdu un peu
la conversation, un peu même, j'ai envie de dire même la créativité, l'innovation. Enfin, quand on est tout seul chez soi, bon, l'émulation, c'est pas tout à fait la même. Et donc, je trouve que ça, nos nouveaux espaces, le fait de, moi, je croise des gens que je ne croisais absolument jamais, jamais. Donc, on se dit quelque chose, on aborde un projet, on parle d'autre chose, on parle de nos... C'est vraiment, en termes de fluidité et de communication, pour le coup, ça a beaucoup amélioré. On va revenir dans le détail tout à l'heure sur les effets de ces réaménagements, mais d'abord, Florence, j'aimerais comprendre quel rôle a joué la com interne dans les projets chez Sanofi. Alors, elle a joué un rôle très, très important. Au début, il a fallu l'embarquer de la même façon qu'il a fallu embarquer tout le monde, puisque c'était vraiment une rupture, je ne dirais pas à 70 ou 80%, c'était une rupture presque à 100%. Au tout début, on a pensé que c'était les élucubrations d'une directrice immobilière de vouloir changer, avec d'ailleurs des objectifs qui n'étaient pas forcément les bons. Parce qu'on a beaucoup entendu parler vous voulez mettre des gens dehors, donc vous leur donnez plus de bureaux, vous ne les attribuez plus. C'était une crainte. Et c'était une vraie crainte. Non, pas vraiment. Pas chez Fnac Darty, d'accord. Non. Voilà, c'était une vraie crainte. Alors, c'est vrai que le Covid n'était pas arrivé. Alors, donc, on n'avait pas du tout la même sensibilité. Et on passait vraiment d'un bureau attribué à chacun à des espaces qui n'étaient plus attribués, en tout cas sur le campus, puisque à la Boétie, ils étaient encore attribués, même s'ils étaient beaucoup plus ouverts. Et là, on a eu vraiment beaucoup d'ateliers, des ateliers très transverses pour essayer d'embarquer tout le monde et de répondre à leurs inquiétudes. Donc, on a eu des ateliers sur le transport, comment est-ce qu'on arrive à tel endroit, comment est-ce qu'on gare sa voiture, parce qu'à l'époque, on avait encore beaucoup de voitures. Voilà. Et puis après, c'est comment est-ce que j'utilise mes outils digitaux, parce qu'on n'était pas habitué à avoir un casque, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'acoustique. Et la com interne a aidé sur ça, et sur cet accompagnement au changement. On a construit tous ces ateliers, y compris, comme le disait Olivier, des ateliers qui sont plus particulièrement pour le management, qui effectivement changeaient complètement de position, de posture, et c'était aussi très délicat pour eux. Comme le disait Peggy, avoir un directeur d'unité au milieu de ses équipes, il avait le sentiment, en tout cas, de ne plus être protégé, de ne plus être préservé et de ne plus avoir le statut de celui qui a son bureau fermé, 2 trams, 3 trams, 4 trams, selon les échelons. Et donc ça, c'était vraiment, c'était vraiment très, très important de les accompagner. Et là, il y a eu un travail qui a été fait avec les ressources humaines, avec la compréhension qu'a pu apporter l'immobilier dans la construction de ces nouveaux espaces, et puis avec, bien sûr, la communication. Mais la communication a eu un rôle très important d'organisation, de visite, d'accompagnement. Olivier, est-ce que la com interne tire, on va dire, avantage de ces nouveaux espaces dans les différents projets que vous accompagnez, de votre vigie à vous? Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le travail tertiaire s'organise sur 3 piliers. D'abord, la production, donc là, qui est plutôt favorable au télétravail, qui s'y prête bien. La collaboration. Alors, le présentiel est préférable, mais c'est aussi possible en distanciel avec certaines limites. Et surtout, la socialisation, où là, c'est le présentiel qui domine. Donc, on voit bien que le lieu de travail aujourd'hui est marqué par une vocation sociale très, très forte, beaucoup plus forte qu'avant, et qui fait la part belle à la communication, mais plutôt d'ailleurs communication informelle. On vient dans les locaux d'entreprise pour socialiser, co-créer, travailler en mode collaboratif, mais plus pour travailler tout seul. Ce qui a d'ailleurs un impact sur les espaces de travail qui rejaillit d'ailleurs sur la communication, c'est qu'avant la Covid, les espaces tertiaires étaient composés de 2 tiers de postes de travail individuels et 1 tiers d'espaces collaboratifs, pour schématiser. Aujourd'hui, ce ratio s'inverse. On a 2 tiers d'espaces collaboratifs 2 tiers d'espace collaboratif pour 1 tiers de postes de travail individuels. D'accord. Et du coup, oui, on peut dire que la communication interne bénéficie de ces évolutions. Alors après, si on regarde dans le détail, c'est quand même plus nuancé, parce que si vous observez comment ça se passe dans les espaces ouverts, on pourrait penser que ça va décomplexer la communication et la facilité. Et en fait, ils sont souvent très silencieux. Les gens sont assis les uns à côté des autres. Ils s'envoient même des mails alors qu'ils sont à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Du coup, il faut créer des alternatives, créer des espaces non réservables de 3-4 places où les gens peuvent se réunir facilement.
Mais globalement, oui, ces nouveaux espaces ont favorisé la communication interne. Ouais, ces espaces non réservables qui sont également importants dans le réaménagement. Je crois, Peggy, vous me le disiez, c'était aussi une demande aussi des managers, je crois, de pouvoir avoir des espaces pour réunir ces équipes. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on faisait pas beaucoup avant ou assez contraints parce qu'on n'avait qu'un espace qui s'y prêtait, qui est la cantine avec les contraintes d'horaire qu'on connaît. Donc c'est vrai que là, d'avoir mis à disposition ce qu'on appelle nous des agoras, il y en a une je crois qu'on voit les deux d'ailleurs, Ouais, les deux. à l'écran, On va voir les et on le voit aujourd'hui. Ce sont des espaces qui sont tout le temps occupés. Ok. Alors qui nous permettent en tant que comme interne d'animer du coup le siège. Alors on a la chance de s'appeler Fnac Darty. Fnac, donc la culture, donc on fait venir des auteurs. Enfin voilà, on a cette chance-là. C'est vrai que c'est la super matière. Mais les managers occupent énormément ces espaces pour faire des réunions d'équipe. Nous, au sein de la communication, on a fait notre séminaire il y a encore la semaine dernière. Voilà, là, siège. et ça s'y prête très très bien. Ça y peut très bien. Oui. Question auditeur, question LinkedIn Live. Est-ce que vous pourriez donner des exemples d'aménagement de bureaux novateurs? Quelles initiatives originales pourriez-vous nous citer? En quoi sont-ils judicieux pour une bonne com interne? Des exemples de réaménagement un peu malines, des aménagements novateurs. Bah nous, très concrètement, les 2 agoras que j'évoquais, alors je ne sais pas à quel niveau on met l'innovation, mais typiquement là, ce qu'on voit, c'est à la fois avec un gros îlot central où on peut discuter comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est l'autre agora où du coup, on peut faire aussi du mode hybride qui permet à la fois de faire les pots de départ, des réunions. Enfin, en tout cas, nous, à notre niveau, c'était une forme d'innovation. Oui. Ça, on ne l'a jamais vu. L'innovation, c'est d'avoir de l'espace pour se retrouver exactement. et créer des moments ensemble. Exactement. Et les outils. Et des On a outils. digitalisé. Donc ça modernise le siège et ça donne aussi des raisons aux collaborateurs que c'est mieux sur site que chez soi, Oui. mieux équipé. Ouais. Il y a aussi ces raisons-là. Il fallait aussi faire revenir nos collaborateurs sur site et donc c'est aussi passé par le digital. D'accord. De votre côté, est-ce qu'il y a des idées, il y a des choses que vous avez pu observer d'innovants, de novateurs dans le réaménagement des espaces? Moi, j'insisterai peut-être sur le côté, mais c'est un peu ce que vous avez souligné, Peggy, le côté modulaire des espaces pour que on puisse, par exemple, faire une réunion en mode agile avec du mobilier convertible facilement. Et c'est là que repose l'innovation. C'est pas tant dans l'aménagement en tant que tel, c'est dans la modularité des espaces et leur capacité à se transformer en fonction de la nature de l'événement. Le modulaire, ok. Oui. Mais ça peut aller jusqu'à des cloisons qui peuvent être aussi, modulables? oui, ça fait partie. Alors, ça fait partie des techniques d'aménagement qui participent de cette modularité. D'accord. Oui, par exemple, on a créé, nous, une grande salle de formation pour l'Académie Fnac Darty. Ouais. C'est une salle qui se divise en 4 petites salles de 20 personnes pour faire des formations, ou une grande salle avec D'accord. 3 cloisons au milieu qui se retirent et qui font une grande salle pour 100. Et je pense, si je peux me permettre, Mais bien sûr, l'innovation aussi, et je pense à un point particulier, elle va aussi passer par mettre à disposition des salles qu'on imaginait un peu bunkerisées. Et chez nous, c'est la salle du conseil d'administration, qui est une très grande salle, et en fait, aujourd'hui, qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir y faire ses réunions, bon, sauf pendant les conseils d'administration. Mais ça aussi, du coup, ça permet aussi aux gens d'aller à une... Voilà, chez nous, c'est le 6e étage, qui est un peu l'étage quand même où il y a notre PDG. Donc voilà, tout ça, ça participe aussi à une espèce d'ouverture. Et voilà. C'est peut-être ça l'un des côtés innovants, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus de transparence, plus d'interaction, Exactement. transversalement, mais également aussi verticalement. C'est-à-dire qu'on casse tous les silos, y compris avec la direction générale. C'est ça. Oui, c'est ce que Florence disait. Nous, quand on a conçu le siège, le nouveau siège de Fnac Darty, c'était fini le statut. Et c'était, on pensait, poste de travail, position et pas statut. On a cassé ces bureaux fermés, nominatifs. Voilà, donc on était plutôt dans des espaces à partager pour collaborer ensemble. Voilà, et des bulles de 3-4, des salles de brainstorming avec des gradins, du mobilier digital. Voilà, qui est mobile, hein, des écrans tactiles que l'on peut bouger dans la salle, tout ça pour favoriser la créativité, le collaboratif, le collectif. Florence, comment ces nouvelles idées d'aménagement dont on vient d'évoquer ensemble peuvent avoir un effet sur la culture d'entreprise de votre point de vue?
Alors, je ne sais pas si effectivement la culture d'entreprise agit sur les espaces ou si c'est les inversement. espaces qui sont amenés à changer la culture d'entreprise. Moi, je suis plutôt partisante de dire que c'est la première assertion, parce que Donc on part de la un culture espace, d'entreprise et on on crée part de la culture d'entreprise, on parle de son objet social, on part, aujourd'hui, on dirait, de sa raison d'être. Et donc, on fabrique des espaces, on invente des espaces, on conçoit des espaces qui sont vraiment à l'image de l'entreprise. Voilà. Une entreprise qui veut se différencier dans le secteur de la pharma, elle va vraiment partir de ses propres valeurs. Donc, la vie, par exemple, hein, qui est vraiment au cœur de l'entreprise pharma. Elle va être amenée par la lumière, elle va être amenée par le végétal, par exemple. Alors, à la Boétie, pour la petite histoire, on a été les premiers, rue de la Boétie, à faire un mur végétal colossal dans l'entrée, avec une grande transparence pour amener la lumière. On a ouvert des toitures, enfin voilà, on a vraiment fait quelque chose dans laquelle on était inondé de lumière avec du végétal, et on a vu fleurir les murs végétaux absolument partout. Je ne suis pas sûre que c'était forcément adapté, mais bon, après, rien n'appartient à personne. Ouais. Et puis aujourd'hui, on voit que ce qu'on a fait en 2010, dans le fond, c'est très bien pour tout ce qui est biodiversité. Donc voilà. Okay. Mais de la même façon, j'ai accompagné des entreprises, un équipementier automobile qui travaillait sur un moteur à hydrogène. Et on a eu cette idée d'amener de l'eau dans le hall de réception parce que, voilà, et de l'eau qui circule. On a pensé les espaces de travail avec des matériaux qui représentent la protection d'un pare-choc, voilà, enfin, donc la sécurité. Et je pense que tout ça, c'est effectivement très important. Et le fait que le siège représente la culture d'entreprise, c'est, j'imagine, Olivier, on va dire... un avantage par rapport à des espèces de concurrence au siège qui peuvent être des bureaux partagés, qui peuvent être des... moi, je me souviens quand j'étais consultant, à un moment donné, on avait décidé de prendre des espaces, des cocons, des choses comme ça, et donc du coup, on n'était plus du tout dans l'entreprise. C'est bien une des difficultés, parce que pour que les locaux d'entreprise deviennent un lieu d'échange et de communication, il y a quand même un prérequis de base, c'est que les collaborateurs, il faut qu'ils viennent dans ces locaux. Et il faut les faire venir. Alors, en plus, le lieu de travail aujourd'hui, il est pluriel. Et donc, les locaux d'entreprise, ils sont finalement en concurrence avec le domicile, un Starbucks, un espace de coworking, ce qui place la barre assez haut en termes de qualité d'aménagement pour être attractif pour les collaborateurs. Moi, je pense qu'on pourrait d'ailleurs aussi dépasser l'aménagement et avoir dans ces locaux d'entreprise une forme d'animation qui serait une autre bonne raison pour les collaborateurs de venir. Animation qui pourrait être prise en charge par les équipes de com interne. Une animation quoi, le matin, alors, le midi Non, mais une animation, ça peut être... Alors, il y a un programme à définir, mais ça peut être, par exemple, comment animer, on en parlait tout à l'heure, une réunion agile dans des locaux avec du mobilier modulaire, faire venir des guest speakers qui vont parler, par exemple, de l'équilibre vie pro, vie perso, etc., qui dopent l'attractivité pour les collaborateurs. D'accord. Parce que c'est quand même un sujet pour beaucoup d'entreprises d'avoir des collaborateurs qui ne soient pas planqués chez eux. Absolument. Donner envie de revenir. Et pour justement tout l'aspect social et communication, il faut qu'ils soient là ensemble. On a Angèle Charbonnier qui nous pose une question sur LinkedIn. On remercie Angèle. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes de satisfaction qui ont été menées auprès des collaborateurs et des collaboratrices sur ce nouveau type d'aménagement décloisonné? Vous avez fait des enquêtes chez Fnac Darty? Alors nous, on en a fait beaucoup avant pour les construire et pour demander la perception des nouveaux locaux demain, la perception actuelle avant qu'on les transforme. Et puis après, on s'est mis à la table ensemble pour les co-construire. Donc on a fait beaucoup d'ateliers. On a eu plus de 200 à 300 personnes qui se sont mis autour d'ateliers pour co-designer ces espaces. Donc, comme ils ont été co-construits, on n'est pas venu derrière réinterroger forcément. Et puis, vu qu'on a quasiment doublé la fréquentation, on était plutôt... sur le Conti, on était bon. Mais sur le Conti, on était bon. Donc, c'est-à-dire que le pari était réussi. Peut-être c'est le prochain projet. Avant ça, il y aura une autre enquête avant de peut-être changer des choses. Oui, pour changer, je pense. Oui.
De votre côté, il y a eu des enquêtes de satisfaction Oui. sur ce décloisonnement. Alors, je comprends que comme on était dans un contexte bien avant le Covid, il y avait des angoisses. Alors, il y avait beaucoup d'angoisse et puis ce qu'on a fait, on a appris aussi en marchant. Hein. Donc, ces enquêtes de satisfaction, elles ont vraiment été clés après la livraison et juste après l'emménagement de tous les collaborateurs. Donc, je trouve que c'était très important d'avoir ces enquêtes pour améliorer tout ce qui n'allait pas, parce que bien sûr qu'il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites dans la vie de tous les collaborateurs. Il y avait peut-être des choses qu'on avait oubliées ou même que les collaborateurs eux-mêmes avaient, auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc c'était vraiment important que ce soit un élément d'amélioration continue de nos espaces. Ouais. Peggy Laval, je rappelle que vous êtes directrice de la communication interne et de l'engagement chez Fnac Darty. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce que vous avez modifié dans votre stratégie de communication interne depuis ces aménagements? Alors, on l'a compris, il y a plus d'espace. On va dire naturellement et organiquement, il y a des choses qui sont prévues et qui vous aident sans que vous ayez forcément à faire quoi que ce soit, parce qu'il y a des espaces qui permettent la circulation d'informations. Mais j'imagine que vous n'êtes pas resté les bras croisés, que vous avez modifié des choses. Oui, en fait, ça a engagé une réflexion un peu plus globale sur la com interne, qui vit au sein des organisations, pas qu'au sein de Fnac Darty, une transformation qu'il faut qu'on aborde. Et c'est vrai qu'avec ce projet-là, il y a une communauté qu'on n'avait pas jusqu'à présent tellement animée, peut-être étonnamment, qui était un peu cette communauté de managers de proximité. C'est-à-dire qu'on avait un discours auprès des leaderships et puis après, une com interne qui parlait à tout le monde. Et pour la première fois, on a animé ces managers. Extrêmement preneurs. Alors, animés pour la conduite du changement, principalement. Parce que vous avez identifié les managers comme étant les personas fondamentaux et importants. Dans le mode indispensables. Et ça crée une relation, un dialogue avec eux. Ouais, qui se exactement. poursuit, j'imagine. Et du coup, qui se poursuit et qui, moi, m'a fait dire que effectivement, la com interne probablement de demain, en tout cas, c'est ma conviction profonde, c'est plus une com interne de production de contenu où on produit un contenu, on la balance et on croise les doigts que ça tombe au bon endroit. C'est ce que j'appelle, moi, il n'y a pas que moi d'ailleurs, c'est plutôt un modèle de com interne conversationnel, comme aujourd'hui, finalement, on le fait assez naturellement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la com interne, demain, elle doit parler à des communautés, Donc, c'est des community managers internes, finalement. Exactement. C'est ça. Et dans moi, le mot engagement, il y a deux choses. Il y a la marque employeur et il y a ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc ça, effectivement, c'est ces communautés qu'on fait vivre sur LinkedIn. Mais du coup, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et vraiment, c'est ce projet, ça a été un peu une évidence. Alors, il était temps peut-être, mais quand j'ai vu effectivement que ces managers étaient hyper preneurs, qu'on s'adresse directement à eux, qu'on leur fasse des ateliers, etc. Alors, en l'occurrence, sur le projet d'aménagement. Mais en fait, je me suis dit, mais il faut qu'on se serve beaucoup plus de ces communautés. Donc, eux, c'est la communauté manager du Flavia. J'ai ma communauté directeur de magasin. Voilà, on en a plein. Donc, il y a une gestion de communauté avec des outils, j'imagine, digitaux qui le permettent maintenant, etc., etc. C'est en train d'être mis en place. C'est en train d'être mis en place. N'allons pas trop vite. Vous allez être appelé, Peggy, par des intégrateurs de solutions. Il ne faut pas trop le dire. Non, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est bon. C'est réglé. Florence, de votre point de vue, Olivier également a une question à tous les deux finalement. Est-ce que la com interne peut prendre un nouveau rôle et quel serait-il dans ces espaces réaménagés ? Alors, je pense qu'il peut avoir deux rôles. Le premier, je ne vais pas y revenir parce qu'Olivier en a parlé tout à l'heure et je trouve que c'est très important que la communication interne devienne l'animateur, non seulement des communautés, mais aussi des projets. Et là, je viens à un deuxième sujet qui est de mieux faire travailler les équipes entre elles pour conduire un projet. Donc, un projet d'entreprise, d'innovation, il pourrait être, mais c'est Peggy qui va me dire si je délire totalement, il pourrait être de conseiller, parce qu'elle connaît parfaitement les métiers des uns et des autres, de conseiller les équipes, de mieux travailler ensemble ou de conduire des projets ensemble. Donc voilà, je pense que c'est un métier de conseil parce que, vous parliez tout à l'heure, Peggy, des communautés de directeurs de magasins. Je pense qu'il serait intéressant de faire travailler les directeurs de magasins avec les chargés de clientèle, avec le marketing, produit, avec... Voilà. Et donc, du coup,
c'est devenir non seulement l'animateur, mais aussi le créateur de sujets qui pourraient développer l'entreprise. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. La balle est lancée à Peggy, après je reviens à vous Olivier, mais Peggy, est-ce que ce rôle de conseil, ce qui du reste renvoie aux travaux de l'Association française de com interne, j'ai consulté un peu pour préparer l'émission et il y a quelques années, avant le Covid, il y avait des projections sur le rôle de communication interne qui allaient, il y a des hypothèses qui conduisent vers le rôle d'un consultant interne en communication qui rentrerait dans les équipes. Est-ce que, alors on n'est pas très loin de la gestion de communauté lorsqu'on parle de ça. En fait, vraiment, c'est un peu le positionnement aussi qu'on voudrait avec, je dis les filles parce que nous ne sommes qu'une équipe de filles, mais elles sont super. Je les ai rencontrées, avec les filles de mon équipe, c'est que effectivement, de toute façon, aujourd'hui, un collaborateur, il communique dans sa sphère de réseaux sociaux, etc. Donc nous aujourd'hui, et là où je rejoins Florence, c'est que notre rôle il est plutôt de les équiper, de les outiller. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur la partie employé advocacy. Moi, j'ai ma collaboratrice Sarah, elle passe finalement son temps à faire ça, c'est-à-dire à les former, à les outiller. C'est ce que demain, on fera probablement avec la communication managériale. Et effectivement, là, on bascule un peu et on en revient toujours même. On passe de la position de producteur de contenu à plutôt une posture proximité de conseil et je suis on rentre dans les métiers, on rentre dans les équipes. Exactement. Et on les aide au quotidien pour améliorer leur conversation, leur communication interne, même intra-équipe. C'est ça le nouveau rôle. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que nous, chez Fnac Darty, comme on est une équipe assez bien identifiée au sein des collaborateurs, nous, j'ai envie de dire, on fait déjà un peu ce rôle-là, même si aujourd'hui, il n'est pas extrêmement formalisé, mais c'est vrai qu'on vient aussi nous voir pour dire sur tous les pans, l'événement, l'éditorial, comment on fait. D'accord. Voilà. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Donc, quelques minutes pour poser vos questions. On clôturera dans quelques instants. Olivier Chaper, votre point de vue sur ce nouveau rôle que peut prendre la com interne dans ces nouveaux espaces. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais moi j'ajouterais que en fait, le nouvel équilibre présentiel-distanciel, il met la communication sur le devant de la scène. Parce qu'il y a une forme de répartition des rôles en termes de communication entre le présentiel et le distanciel qui s'est établi. Le présentiel, on en a beaucoup parlé, c'est essentiellement de la communication informelle. Et le distanciel, on est plus sur l'information descendante, mais qu'il faut gérer. Et donc la com interne a un peu à se réinventer face à ces deux vecteurs ou deux canaux. Sur le canal présentiel, on en a parlé. Pour moi, c'est ce rôle d'animation pour stimuler l'attractivité du lieu et donc générer de l'échange et de la communication. Et puis, enfin, sur le distanciel, on est plus sur un enjeu d'assurer une communication descendante, voire institutionnelle, mais aussi quand même, à distance, maintenir le lien social entre les collaborateurs et l'entreprise. Très clair. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation pour parler en direct sur LinkedIn à vos confrères, à vos consoeurs de ces sujets. Merci beaucoup, Peggy Laval, directrice de la communication interne et de l'engagement chez Fnac Darty. Merci Didier Garcia. Alors, ex-directeur du réaménagement, maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant chez Fnac Darty? On continue de penser les espaces de travail? Oui, c'est pas fini puisqu'on a animé la communauté de managers via un programme de formation management hybride et puis ça continue parce qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin de les faire monter en compétences. Donc le travail continue. Voilà, sur tout ça. Donc, merci d'avoir été avec nous, Didier. Avec plaisir. Olivier Chaper, merci beaucoup. Partenaire Bearing Point, merci d'avoir apporté vos lumières à ce micro. Et enfin, merci beaucoup, Florence Perronneau, ex-directrice immobilière du groupe Sanofi et aujourd'hui conseillère en stratégie immobilière des entreprises. La société s'appelle Pollen. Absolument. Merci beaucoup. Merci bien et merci à vous de nous avoir suivis en direct, en replay ou en podcast. Et oui, on est accessible de différentes manières. Merci de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos commentaires pour nous faire part de vos retours sur l'émission. Et merci infiniment à toute l'équipe Canal Chat Grand Dialogue pour nous avoir accueillis dans ce si génial studio. On s'y sent très très bien. À très bientôt sur Vibration, le podcast qui donne les clés de la communication d'entreprise. Ciao.